45e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO. Rencontre ouverte aujourd'hui. Elle a réuni par visioconférence les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des États membres de la communauté. Le Premier ministre rend un dernier hommage à Macky Ouédraogo, décédé le 12 janvier dernier. Il était inhumé cet après-midi. Puis enfin, en Tunisie, de grandes scènes d'affrontements dans plusieurs villes suite à l'arrestation de plus de 600 personnes dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Ces événements ont lieu au lendemain du 10e anniversaire de la chute du président Zine El Abidine Ben Ali. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Ouverture ce jour de la 45e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la communauté économique et des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Une rencontre visioconférence qui a réuni donc les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des États membres de la communauté. Le contenu avec Sanata Serré. Était au cours des échanges de cette 45e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité au niveau ministériel, la situation sécuritaire, politique et humanitaire de la région ouest africaine. Les ministres des Affaires étrangères et ceux de la Défense de la CEDEAO vont donc au cours de cette rencontre virtuelle faire le point de la question humanitaire dans la région et procéder à l'examen des mémorandums sur la situation sécuritaire et politique. Donc faire le point de la situation au Mali notamment, l'évolution de la situation politique en Guinée-Bissau, en Gambie, mais surtout faire le point des élections qui ont eu lieu cette année dans l'espace CEDEAO et surtout depuis la tenue du dernier Conseil de médiation et de sécurité à Niamey en septembre dernier. Il s'agit donc de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Niger et du Burkina Faso. En termes d'élections dans la région, le Burkina Faso pourra au moins se vanter lors de cette rencontre du déroulement de ces élections présidentielles et législatives selon le ministre Alpha Bari. Un double scrutin félicité par tous et certifié par la communauté internationale. Dans le cas du Burkina Faso, nous nous réjouissons que nous avons eu une élection inclusive, apaisée, un processus apaisé. Et nous avons eu également des élections démocratiques et qui ont été acceptées par tous et qui ont été certifiées donc par la communauté internationale, notamment avec tous les observateurs qui étaient ici. Et ça, c'est un bon point pour le Burkina Faso. Et en plus de cela, comme vous avez tous noté, que le président du Faso a mis un accent particulier sur la réconciliation nationale. Donc, de ce côté-là, je pense que le Burkina Faso va être à l'aise donc, dans les débats. Et pour ce qui est de la question sécuritaire, la CEDEAO a adopté un plan d'action en septembre 2019 à Ouagadougou pour venir à bout des menaces terroristes dans la région. Un plan d'action qui jusque-là attend d'être mis en œuvre. Et il est important parce que même si nous observons j'allais dire un petit repli en termes d'attaque au niveau du front sécuritaire, mais il reste que les pays membres de ce qu'on appelle la ligne de front, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Nigeria, restent toujours confrontés à la menace terroriste. Il y a des efforts à faire et il est important que le plan d'action de la CEDEAO qui devait être financé à hauteur de 1 milliard de dollars, puisse être opérationnel. À noter que cette 45e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité au niveau ministériel se tient en prélude au sommet des chefs d'État de la CEDEAO prévu le 23 janvier prochain. Le Premier ministre Christophe Dabiré a reçu en audience le secrétaire exécutif du comité interparlementaire du G5 Sahel. Aujourd'hui, Karamoko Jean-Marie Traoré s'est présenté au chef du gouvernement tout en se disposant pour recevoir du soutien en matière de conseil sur la situation des pays du G5 Sahel. Jean-Marie Traoré s'exprime à sa sortie d'audience au micro de Serge Badou. Aujourd'hui, pour moi, c'était important de venir me présenter
mais aussi partager l'actualité du comité interparlementaire G5 Sahel, qui est une institution nouvelle dans le paysage du G5 Sahel, comme vous le savez. Donc j'ai saisi l'opportunité pour faire le point à son Excellence Monsieur le Premier ministre de l'état des lieux en termes de structuration de l'organisation, mais aussi tendre l'oreille pour profiter de ces expériences et voir dans quelle mesure on peut, pour le reste du parcours, prendre en compte cela. Depuis la prise de service, on peut retenir qu'il y a un parcours assez important qui a été fait grâce à la détermination, à l'engagement des parlementaires des différents pays, malgré un certain nombre de difficultés. Vous savez que le Parlement du Mali a été dissous et c'est tout récemment que le CNT a été mis en place. Mais malgré ces difficultés, nous avons quand même pu avancer, notamment dans l'effectivité de la mise en place du secrétariat exécutif qui est basé à Niamey et qui essaie d'apporter un accompagnement technique et administratif aux organes du comité interparlementaire G5 Sahel. Donc, au niveau des documents qui encadrent l'ensemble des interventions du comité interparlementaire, mais aussi ses rapports avec le G5 Sahel même, nous avons aussi pu faire un certain nombre de pas. Et aujourd'hui, je peux dire que l'institution est fin prête, n'eût été la pandémie de la Covid-19, qui nous a aussi négativement impacté puisque notre agenda 2020 a été totalement perturbé. Je peux dire que les choses vont bon train. Je vous en parlais en titre. Une délégation gouvernementale a présenté ses condoléances à la famille de Maker Ouedraogo, décédé le 12 janvier dernier. Dans la matinée, le Premier ministre s'est incliné sur la dépouille de l'homme à son domicile avant qu'il ne soit conduit dans sa dernière demeure dans l'après-midi. Image avec Abdourahmane. Avec à sa tête le Premier ministre Christophe Joseph Dabiré, la délégation gouvernementale a traduit sa compassion à la famille de Maker Ouedraogo et présenté ses condoléances. Pour le Premier ministre, l'homme a joué un rôle important dans l'histoire politique du Burkina Faso. C'est pourquoi Christophe Dabiré dit être satisfait des actions de l'homme et prie pour que son âme repose en paix. Un homme discret dans la vie, un homme que beaucoup n'ont pas connu, mais qui est resté quand même un homme qui a marqué l'histoire de notre pays. Et aujourd'hui, il s'en va et nous sommes fiers de lui parce qu'il a contribué à construire la démocratie et l'état de droit dans notre pays. Nous souhaitons que le Seigneur Tout-Puissant l'accueille dans son royaume, qu'il l'installe à côté de lui et que du haut des cieux, il continue de nous protéger, nous qui sommes ses frères, nous qui sommes ses fils, nous qui sommes ses petits-fils. Qu'il continue de nous protéger et que son exemple puisse nous guider dans le développement politique de ce pays que nous aimons tant. Cette démarche du gouvernement et aussi des autorités religieuses qui sont venues traduire leur compassion, en plus des témoignages sur le disparu, réconforte la famille du défunt. En tout cas, depuis le décès le 12, nous avons senti que tout le Burkina, en tout cas, était touché. Et particulièrement, Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous a envoyé une délégation. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, est venu ce matin. Les autorités religieuses, son éminence Philippe Cardinal Ouedraogo, archevêque métropolitain de Ouagadougou, était là avec Monseigneur Paul Ouedraogo de Bobo. Et c'est vraiment à travers les témoignages et nous sommes réconfortés. Maker Ouedraogo est né en janvier 1935. Banquier de formation, il a été candidat à la présidentielle de 1978 sous la bannière de l'Union nationale pour la défense de la démocratie UNDD face au président Sangoulé Lamizana. C'est la seule fois dans l'histoire politique du Burkina Faso qu'il y a eu un second tour à une élection présidentielle. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP dresse le bilan de sa participation au double scrutin de novembre dernier qu'il a largement remporté
D'autres sujets, notamment, ont été invités sur la table de cette rencontre, notamment la réconciliation entre Zéphirin Diabré et Simon Compaoré. Le président de l'UPC retire sa plainte contre Simon Compaoré. On en parle avec Michael Toukri. Zéphirin Diabré et Simon Compaoré, nous nous sommes réconciliés. C'est une annonce faite par le président du mouvement du peuple pour le progrès, MPP. Simon Compaoré et Zéphirin Diabré fument désormais le calumet de la paix. La plainte du président de l'UPC contre Simon Compaoré dans l'affaire Tranquillos est en voie d'être retirée. Zéphirin Diabré et Simon Compaoré ont décidé de tourner la page pour amorcer le processus de réconciliation cher au président du Faso. Et c'est un Simon Compaoré qui n'en demandait pas plus. Et Zéphirin m'a dit qu'il retirait sa plainte. Voilà, donc c'est un bon début, puisque c'est lui-là qui a en charge de faire en sorte que la réconciliation progresse. Et a donné le ton en signant la paix avec moi. On ne peut que applaudir. En tout cas, si vous n'applaudissez pas, moi j'applaudis. Voilà. Passé ce feuilleton judiciaire, le MPP peut dresser le bilan de sa participation au double scrutin de novembre 2020. Des élections soldées par la victoire du candidat Rochma Christian Kaboré à la présidentielle avec plus de 57% des suffrages exprimés, et aux législatives, le MPP remporte 56 sièges, faisant de ce parti la première formation politique. C'est un Simon Compaoré qui parle d'une stratégie gagnante au MPP. Notre parti se félicite de la quasi-unanimité qui a prévalu à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Les élections sont derrière nous, mais le MPP se réjouit des conditions apaisées dans lesquelles les deux scrutins se sont déroulés et des résultats qui ont été acceptés avec beaucoup de dignité, de fair play politique par tous les protagonistes de la scène politique nationale. C'est une victoire incontestable de notre démocratie naissante. C'est une victoire de la classe politique burkinabé. La question de la réconciliation nationale et de la nomination de Zéphirin Diabré à ce poste comme ministre d'État chargé de la réconciliation nationale est bien appréciée au MPP. Et selon Simon Compaoré, cela traduit toute la volonté du président du Faso de réconcilier les Burkinabés. Une réconciliation qui ne se fera pas entre les politiques, prévient le président du MPP. Les gens estiment que l'on ne doit pas ramener la réconciliation à une question qui va concerner uniquement, essentiellement les politiques. Ça va bien au-delà. Et nous, par rapport à cette réconciliation, je crois qu'on n'a pas besoin d'épiloguer parce que notre président, avec qui nous avons battu campagne, a bien inscrit cette nécessité dans son programme. Face à la nouvelle vague de contamination de la pandémie à coronavirus, le président du MPP, Simon Compaoré, appelle les Burkinabés à plus de civisme dans le respect des gestes barrières. Et sur le plan sécuritaire, le parti au pouvoir félicite les FDS et les VDP dans la lutte contre les groupes armés. Dans la suite de ce journal, les responsables du mouvement démocrate MODEM ont tenu une conférence de presse aujourd'hui, rencontre en prélude à leur congrès extraordinaire prévu les 22 et 23 janvier prochains à Ouagadougou. Pour l'occasion, le vice-président Le Pouenaba s'est prononcé sur la nomination de Zéphirin Diabré au poste de ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Regardez. Le mouvement démocrate MODEM, né en octobre dernier, est déjà en ordre de bataille pour les élections municipales à venir. Les premiers responsables de ce parti politique ne comptent pas faire de la figuration. D'ici mai, nous allons travailler à ce que le MODEM en sorte avec beaucoup de maires au niveau des arrondissements et au niveau des communes rurales et pourquoi pas dans les communes dans d'autres provinces, parce que nous avons l'intention en tout cas de tisser notre toile jusqu'au fin fond des 320 communes du Burkina Faso.
Pour atteindre cet objectif, il est prévu un congrès extraordinaire les 22 et 23 janvier prochains. Les activités s'articuleront autour du thème « Ensemencement d'une véritable démocratie et stratégie endogène pour la conquête des municipalités ». Lors de ce congrès, des résolutions, des motions et des recommandations seront prises. Et nous procéderons aux amendements et à l'adoption des textes fondamentaux de notre parti. De ce congrès, nous attendons de bonnes stratégies politiques innovantes et endogènes pour aller à la conquête des municipalités pour l'enracinement de la démocratie à la base. Créé en tant que mouvement citoyen, le MODEM est aujourd'hui un parti politique qui a pour ambition de couvrir l'ensemble du territoire. Ce congrès qui se tiendra les 22 et 23 janvier va également permettre d'asseoir une base du parti en mettant en place un deuxième bureau selon les premiers responsables. Un reportage signé Fatima Tanikema. Dans la même actualité, cette conférence de presse voulue par le MODEM pour annoncer les couleurs de son congrès extraordinaire a servi de tribune pour son vice-président de donner une lecture sur la nature de la relation qui existe entre lui et son ex-parti, l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement. Donc, il est au micro de Fatima Tanikema. Nous avons eu des divergences qui étaient assez fondamentales, ce qui nous a obligés à quitter l'UPC. Nous avons soutenu la candidature à l'époque de M. Roch Christian Kabore. Nous ne sommes aucunement frustrés de voir le président de l'UPC participer au gouvernement. Il n'est pas pour nous question de voir les choses en termes de partage du gâteau ou autre, mais nous sommes convaincus que quel que soit le niveau de participation, quel que soit là où nous serons, nous pouvons participer de façon efficace à l'édification d'une démocratie meilleure. Nous n'avons pas, en quittant l'UPC, eu des divergences du point de vue des idées et de la manière de voir la société, de construire la société. Nous avons quitté l'UPC parce que nous avions un problème fondamental de gouvernance. Donc si aujourd'hui nous avons une même vision de la société, si nous regardons de la même manière comment construire une forme de société meilleure pour tous les Burkinabés, moi je ne serais pas gêné de travailler avec quelqu'un de l'UPC. Mais je préviens, c'est différent de retourner à l'UPC. 4 jours, journée de salubrité dimanche dernier au cimetière de Taptenga, une initiative de l'association Malgré-Naba dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Cette activité est en effet un rendez-vous qui a lieu depuis maintenant quelques années, précisément le 17 janvier. Reportage Abdourahim Nienye et Chérif Yanogo. Machette à la main, ces jeunes de l'association Malgré-Naba ont décidé de donner un visage plus humain au cimetière de Taptenga dans l'arrondissement 10 de la ville de Ouagadougou. Une opération de salubrité qui a consisté à couper les herbes et à débarrasser les lieux de ces ordures. Selon le premier responsable de l'association, cette activité n'est pas inédite. C'est plutôt une tradition qui est répétée tous les 17 janvier et cela de façon bénévole. L'année dernière, nous étions ici. Pareil pour cette année. Mais ce n'est pas ici seulement que nous intervenons, c'est partout. Nous nettoyons les cimetières tous les 17 janvier. Si nous menons de telles activités à l'hôpital, les gens diront que nous cherchons de l'argent. C'est pour cela que nous avons décidé de venir au cimetière. Ici, personne ne nous donnera quelque chose. C'est la grâce de Dieu que nous recevons. Motivés et déterminés à rendre propre les cimetières, ces jeunes estiment que les morts ne doivent pas se sentir délaissés et l'état de nos cimetières doit refléter notre cadre de vie. Ils invitent par ailleurs la jeunesse burkinabé à emboîter leur pas car, disent-ils, l'État ne peut pas tout faire. Que chacun se mette au travail. Nous sommes jeunes et nous avons la force. Pour cela, nous devons la mettre au profit de notre pays et ne pas attendre d'être vieux et dire si j'étais jeune, je ferais ceci ou cela. Alors, je voudrais que la jeunesse burkinabé se donne la main pour mener de telles activités, car personne ne va développer le Burkina à notre place.
L'association, malgré Naba, compte plus de 320 membres. Au-delà du nettoyage du cimetière chaque 17 janvier, elle œuvre également dans le domaine de la mobilité urbaine dans les quartiers non lotis, confrontés la plupart du temps aux problèmes de route pendant la saison pluvieuse. Et je vous propose à présent de plonger dans l'univers des dozos. C'est avec le photographe professionnel Warren Sarré. Il est en exposition photo sur les dozos au sein de l'Institut français. La réalité et la vie de ces groupes sont présentés à travers 26 portraits et un film documentaire. Devoir de mémoire pour l'artiste. Voyez ses œuvres dans ce reportage signé Michael Toukri. Un film documentaire de 12 minutes, le photographe Warren Sarré est en immersion dans l'univers du groupe Dozo. Avec son objectif, c'est le fruit de 2 ans de travail présenté à l'Institut français. Un travail qui a consisté à compter l'histoire de ces garants de la nature qu'on retrouve plus particulièrement dans la partie ouest du Burkina Faso. Et après le film documentaire place au vernissage sur les Dozo, le photographe met en lumière un pan de cette confrérie. Ce soir, nous sommes très heureux à travers l'initiative de Warren Sarré de montrer un pan de la culture burkinabé et un aspect du dozoya, de la pratique dozo. Donc à travers ce vernissage, nous avons eu l'occasion de partager avec les populations, avec tous ceux qui étaient là, un petit aspect du dozoya. Et donc vous avez suivi les échanges, c'était assez enrichissant avec mon frère Dravo et avec le doyen Konomba. Nous avons eu l'occasion de dire ce que c'était que le dozoya et de donner un peu un pan vraiment de la pratique ou de l'historique des dozos. Parler des dozos, c'est aborder une tradition ancestrale, mais aussi séculaire. C'est une vie fondée sur un code d'honneur vieux de 13 siècles. Pour Warren Sarré, cette production s'inscrit dans le cadre de la promotion de la culture africaine, mais aussi c'est un devoir de mémoire. Moi, ma démarche photographique à susciter la vidéo, c'est d'apprendre auprès de ces personnes quelle est leur vie, comment on devient dozo, qui peut être dozo et pourquoi même dozo. Donc, vous avez vu un peu les films si vous étiez dans la salle, et les dozo ont tenté de répondre à certaines des questions qu'ils allaient y à les poser. C'est aussi d'être utile à la société à laquelle nous vivons aujourd'hui. Et faire en sorte, on parle beaucoup de l'incivisme. Je suis sûr qu'ici, beaucoup d'entre nous s'approchent à certains de ces dojos ou à ces dojos-là, nous aurons reculé et mieux marcher. C'est une façon d'appeler la génération jeune de Warren ou après, ces générations maintenant, qui sont qu'on appelle les générations pressées ou bien les générations perdues, de regarder un peu en arrière et de voir d'où nous venons. Débutée ce 8 janvier, l'exposition sur les dozos referme ses portes le 30 janvier prochain. Et c'est un vernissage sur la confrérie Dozo qui bénéficie de l'appui de l'Institut français. Autre actualité en dehors du Burkina, en Côte d'Ivoire, les acteurs des secteurs de la santé, de l'environnement et de l'économie ont été encouragés et distingués pour mieux accentuer la riposte face à la montée du Covid-19. Afrique Vérité, une structure de communication pour la promotion de la bonne gouvernance, est à la base de cette initiative. Un jury composé essentiellement de journalistes a été mis en place pour désigner les lauréats. Correspondance de Yamba Cabré. La remontada de la Covid-19 semble imminente et évidente après la calmie et l'euphorie électorale dans certains pays africains. Les chiffres de contamination grimpent de nouveau. C'est pour féliciter et encourager à mieux faire les acteurs des secteurs clés de la vie sociale, notamment la santé, l'environnement et l'économie, durement éprouvés mais jamais ébranlés, que certains d'entre eux ont été distingués. C'est à l'initiative d'Afrique Vérité, une structure de communication qui fait la promotion de la bonne gouvernance en Afrique. La Côte d'Ivoire a véritablement travaillé et sous l'égide du président Alassane Ouattara, de Mensaka Ouélé, nous ont mis un programme en place où la Côte d'Ivoire aujourd'hui fait partie des pays qui a subi moins les conséquences du Covid-19 dans le secteur de l'environnement. Le professeur Sekasika Joseph qui a encore démontré son professionnalisme, son système managérial au secteur de la finance générale. Ils ont véritablement travaillé pour maintenir l'économie de la Côte d'Ivoire. Le ministre
de la Santé, Dr Eugène Akaouele, son collègue de l'Environnement, professeur Joseph Sekaseka et le directeur des moyens généraux du Trésor public de Côte d'Ivoire, Michel Noufé, étaient les têtes de peloton de ces trois secteurs à l'honneur. Porter le choix sur ma modeste personne, c'est de l'émotion, c'est de la fierté et c'est de l'honneur, beaucoup d'honneur pour moi et mes collaborateurs qui m'ont toujours épaulé dans la conduite des missions. Je reçois ce prix en présence de mes parents du Boukani, et j'avoue que ce à quoi je pense en ce moment précis, c'est de leur dédier vraiment ce prix que je viens de recevoir. Je voudrais en particulier le dédier au roi, à sa majesté, le roi Négligement, roi de Bouna. Bon, bien évidemment, quand vous recevez un tel prix, je pense que c'est une invite à mieux faire davantage. Nous sommes dans une administration, le Trésor public, qui est résolument engagée vers la quête de l'excellence. Quand vous êtes agent du Trésor, vous ne pouvez que vous insérer dans ce canevas qui a été tracé par nos supérieurs hiérarchiques, et notamment le directeur général, M. Arsaoui Konan-Jacques. Le lauréat du Grand Prix Alassane Ouattara pour la bonne gouvernance du meilleur agent du Trésor public fait donc la fierté de ses parents et de la Côte d'Ivoire résiliente. Et nous sommes venus de la part du roi de Bouna qui empêchait de nous envoyer pour le représenter. Parce que ce trophée, c'est son fils. Malgré son âge, c'est son fils qui le reçoit. Et il est normal que lorsque votre fils est récompensé, vous soyez présent. Et c'est ce qu'il nous a demandé de faire. Il faut noter que le vaccin de la Covid-19 est annoncé en Côte d'Ivoire pour avril 2021 et devrait concerner en priorité les personnes en première ligne, notamment les médecins, les forces de l'ordre, les officiels et les journalistes. Et puis hier, 18 janvier, plusieurs villes de la Tunisie ont été le théâtre de scènes d'affrontements entre protestataires et forces de l'ordre. Le ministère de l'Intérieur a indiqué que plus de 600 personnes avaient été arrêtées dans la nuit de dimanche à lundi. Des heures avaient éclaté au lendemain du 10e anniversaire de la chute du président Zine El Abidine Ben Ali et de son régime policier le 14 janvier 2011. Le couvre-feu à 16h a été la goutte d'eau de trop pour des centaines de jeunes Tunisiens. Les tensions étaient déjà élevées en raison de la profonde crise sociale et économique que traverse le pays, exacerbée par la pandémie. Mais depuis 4 jours, elles sont montées d'un cran. Le déploiement de la police pour faire respecter le nouvel horaire du couvre-feu a entraîné des manifestations interdites en raison du Covid-19 et des émeutes dans plusieurs villes, Kasserine, Siliana, Sfax ou encore dans la banlieue de Tunis, notamment dans le quartier d'État d'Amen. Il y a le coronavirus, des gens meurent et il y a un confinement à partir de 16h. Nous, le peuple, sommes les seuls à souffrir. Le coronavirus n'est pas notre souci principal. Nourrissez-nous et trouvez-nous du travail. Le président Kais Saïed s'est rendu lundi à Ariana, une ville proche de la capitale, qui a également connu des manifestations. Il a demandé aux gens de ne pas laisser d'autres personnes exploiter leur pauvreté, leur misère, de ne pas s'attaquer aux biens publics ou privés, alors que des manifestants demandaient la dissolution du Parlement. Le ministère de l'Intérieur a fait état de 632 arrestations après ces manifestations. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain 20h.